Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour encore une interview découverte. J'adore faire ces interviews, alors qu'elles soient en direct ici chez Monsieur Tam Tam, n'est-ce pas, ou bien à distance. C'est toujours un plaisir de découvrir des personnalités ou de redécouvrir des personnalités. Ce qui est le cas aujourd'hui avec Yann Bouillon, un artiste musicien que j'apprécie, mais alors particulièrement, je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai rencontré à Dinard lors c'était un marché artisanal, je ne me rappelle plus le nom, il va sans doute nous éclairer. Et je vois ce personnage avec cet accordéon assis dans un coin. Et ah là là, quel bonheur. Quel bonheur quand tu m'as offert ce petit live sur place, Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir aussi. Ah oui, c'est un plaisir, vraiment, vraiment. Et puis, je vois que tu te lances un petit peu dans le virtuel parce que avec par la force des choses. Ah, c'est terrible, c'est contre nature, mais bon, voilà. Ouais. Mais comme quoi, voilà. La nature nous réserve bien des surprises. Complètement. Complètement. La vie est pleine de surprises. On se surprend soi-même. Ben voilà. Bon, alors Yann, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu auprès des tam-tameurs et des tam-tameuses qui vont écouter cette interview? Qui es-tu? Quel artiste es-tu? Comment fonctionnes-tu? Et puis tes projets, quoi, enfin, tout ça. Bon, alors d'abord, je suis avant tout un musicien accordéoniste qui très rapidement dans son parcours est parti vers la composition. Je pratique un instrument qui habituellement les gens lorsqu'ils voient l'accordéon, alors j'utilise l'accordéon diatonique même si j'ai 3 rangs qui me permet d'avoir tous les chromatismes. Donc les gens lorsqu'ils voient cet instrument, ils le situent beaucoup dans les musiques traditionnelles, chose que je ne fais pas. Voilà. Donc déjà c'est du contrepoint dès le début et ensuite au niveau de la composition, c'est vrai que là aussi je travaille sur toute forme d'inspiration. J'ai beaucoup travaillé avec la danse contemporaine, ce qui m'a amené dans des travaux de sonorité, des travaux de matière aussi, avec le son. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu ma particularité. Donc aujourd'hui, je suis d'abord compositeur, ça j'ai tendance toujours à le mettre devant, puisque c'est quelque chose qui me fait respirer moi-même. Et en ces périodes-ci, on a beaucoup besoin de respirer. Et ensuite, derrière, mes activités se déclinent sur, alors, on va dire 3 grands chapitres aujourd'hui. Une partie musicien solo que je pratiquais très peu avant, mais que j'ai développé depuis ces fameux événements que l'on connaît maintenant il y a bientôt 1 an. C'est exact. Donc, la force des choses a fait que tout seul, il y a moins de contraintes. En plus, moi, avec mon accordéon, je peux jouer en haut d'un arbre, ça je l'ai fait. Dans un canoë, je l'ai fait aussi. Dans des situations les plus décalées, à une fenêtre, voilà. Bon, bien sûr, sur le balcon, tout le monde le fait maintenant, c'est devenu une habitude. Donc, l'avantage d'être tout seul avec son accordéon, je peux jouer couché, je peux jouer dans des positions incongrues, ça ne me pose pas de problème. Donc, ce qui fait que j'ai un solo qui est vraiment tout terrain, mais dans le sens propre du terme, tout terrain. C'est donc, ce qui fait. Oui. C'est ce qui fait un petit peu ta particularité. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce solo,
Aujourd'hui, alors j'essaye, on est dans une situation où les engagements sont compliqués, y compris pour les structures qui peuvent nous accueillir. Alors, quand je dis structure au sens large, ça va de festival à équipement, hein, voire à bar, etc. Nous, de notre côté, on est dans un brouillard total, quoi, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, ce solo, aujourd'hui, on essaye de chercher des lieux un peu décalés, incongrus. Voilà, je ne cache pas que dès que les bars vont ouvrir, moi j'ai prévu une tournée des bars, c'est clair. Dès que ça va s'assouplir, on va être plusieurs à jouer probablement dans la rue. Voilà, dans le bus, dans le métro, enfin voilà, certainement qu'il va y avoir une espèce de vague. Là, on va avoir vraiment besoin d'aller rencontrer du monde. Quand je dis du monde, rencontrer du public. Oui, Donc ça, c'est la partie solo. de s'exprimer, tout simplement. Donc ça, c'est la partie solo. Une partie duo, et là, j'ai envie de dire presque merci les événements sanitaires, parce que c'est ce qui a fait que j'ai pu me pencher sur ce travail-là. Il y avait du temps, il y a du temps, toujours. Donc, on a beaucoup bossé donc, avec Yvan Salingue, qui travaille sur des machines. Et on est en train de monter un répertoire électro-accordéon. Quand je dis on est en train de le monter, il est bien monté. Ce qui nous manque, c'est l'épreuve du public, ce qui est toujours une étape importante et qui peut faire évoluer aussi le travail. Toujours est-il que là, aujourd'hui, on a de quoi faire sans problème 2 sets sur un concert. Et on est en train d'affiner les choses. Donc là, on est en train d'enregistrer un morceau. On espère pouvoir en faire 2. On devrait pouvoir le temps, normalement, y compris une vidéo des morceaux. L'idée de cette formation-là, c'est bien d'aller déplacer complètement l'accordéon dans l'univers électro, quoi, hein. Voilà. Excellent. Donc j'ai hâte de découvrir. Pour l'instant, les petites épreuves que j'ai fait écouter à droite à gauche, ça prend très très bien. Je n'en doute point. Yvan est extraordinaire aux machines, puisque Yvan est aussi un compositeur, il travaille avec des samples qu'il compose, et c'est vrai que du coup, ça lui donne comme moi je compose avec mes couleurs, avec ma façon de faire, on a pu vraiment rentrer en dialogue là-dessus, entre 2 compositeurs, et c'est vrai il est très performant, il a une capacité d'orchestration. Là, moi, je suis complètement dépassé. Il est capable d'orchestrer un ensemble de lignes. On est presque dans un univers symphonique électro, quoi. Voilà. Ça promet. Oui, j'y crois beaucoup. Mais je n'en doute point. Mais écoute, moi, quand je t'ai croisé la première fois, je travaille à l'intuition. Je suis quelqu'un je pense, assez intuitif. Et quand j'ai croisé ta route, tu vois, aujourd'hui encore, on fait cette 2e interview, je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Et j'ai envie de te suivre. C'est vrai que tu es une personnalité qu'on a envie de suivre parce que on sent derrière l'homme, il y a aussi une qualité. Je ressens à travers ta musique une certaine qualité d'expression expressive. C'est comme ça que je bois un coup là parce que. Mais vas-y, je t'en prie. J'ai les chevilles qui gonflent, il faut que je règle ça tout de suite. Non, mais tu sais, je pense que tu saisis ce que je veux dire. Écoute, en tout cas, ça fait plaisir, merci. Je pense que tu es quelqu'un d'exigeant. Je te connais pas encore, mais pas suffisamment. Mais je pense que tu es quelqu'un d'exigeant et que si tu t'engages dans une aventure musicale, il faut qu'il y ait du répondant derrière. Oui, clairement, ouais. Voilà. Clairement. C'est comme ça que je le sens. Et moi-même, j'ai croisé la route d'un musicien il n'y a pas si longtemps. On s'est fait un petit plaisir comme ça sur Facebook. On a fait un soir un concert comme ça, mais en improvisation totale. C'est un violoniste, il s'appelle Tillemann. Et franchement, j'ai très envie de rejouer avec lui parce qu'il y a une espèce d'osmose quand on a fait ce live tous les deux pendant une demi-heure. C'était de l'impro. Lui, il connaissait absolument pas mon répertoire. Et c'était magique, quoi. Mais il y a plusieurs niveaux. Il y a la question de la rencontre, c'est ce dont tu parles là. Et ça, c'est pour moi un préalable pour qu'un projet fonctionne, quel qu'il soit strictement musical ou qu'il soit musical et chorégraphique ou qu'il soit musique et texte. On va en parler après, c'est d'autres projets, ça.
il faut qu'il y ait d'abord la rencontre humaine, sinon on ne va pas y arriver, quoi. C'est évident. Ça, c'est clair. Et avec cette rencontre humaine, il y a la rencontre de la sensibilité et de la créativité. Voilà, c'est inséparable de l'humain, même si quelquefois on essaie de nous faire croire que n'existe que l'intellectuel, que n'existe que le raisonnement rationnel. Je suis désolé, mais pour nous, l'humain, c'est pas ça. C'est tout ce qui se trame dans la relation à travers la sensibilité, à travers la créativité et à travers ce qu'on peut faire à deux qu'on est incapable de faire chacun de son côté. T'as beau croiser le plus performant des musiciens, s'il n'y a pas cette espèce de fluide qui circule entre les deux entités, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. C'est clair. Et puis, l'autre élément ensuite, c'est l'investissement dans le projet, la disponibilité. Voilà. Et là aussi, le facteur temps. Pour certains projets, quelquefois, on est une échelle de 2 ans, des fois plus. Et puis, pour d'autres, des fois, ça va beaucoup plus vite. Là, avec Yvan, ça a été très, très vite, quoi. Très bien. Est-ce que tu peux nous indiquer là, ce que l'on voit derrière toi, c'est où? C'est mon lieu de travail. Oui, bien. La vue, je vois une vue. Alors derrière, c'est quelle ville? C'est ce que je regarde tous les jours lorsque je travaille. Comme tout musicien, je passe des heures sur mon instrument. Et j'ai le privilège d'habiter au 13e étage dans un immeuble à Rennes. Et donc, j'ai une vue superbe. Voilà, je ne me fatigue pas. Yann Bouillon, sur la fenêtre. Un homme de la capitale. Ouais, je ne sais pas si c'est la capitale. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est important parce que j'y passe des heures ici, vraiment des heures. Bah oui, je comprends. Tu n'es pas le seul. Encore plus maintenant. Bon, alors moi, j'habite effectivement aussi un immeuble. Il n'a que 5 étages, mais j'ai une vue absolument magnifique. On ne voit pas là. J'ai la vue sur la mer, effectivement. Oui, c'est encore autre chose. J'ai une très belle vue. Et sur tous les toits de Dinard. Je suis au-dessus. Voilà, je surplombe Dinard, tel un seigneur sur, sur son domaine. Quand on a une belle vue comme ça sur tout un ensemble toute une partie de la ville, il faut faire gaffe parce qu'on pourrait très vite devenir mégalo. Ah, mais j'assume. Alors, ce troisième volet, là, on va arriver au volet de l'écriture. Tu m'as parlé de l'écriture. Alors, je ne sais plus où on en est. J'ai parlé du solo, j'ai parlé du duo avec Yvan. Oui. Et puis, j'ai un autre secteur d'activité, c'est le spectacle vivant. C'est là que je viens, c'est surtout là que je vis. Aujourd'hui, c'est un peu entre parenthèses, mais pas tant que ça finalement. Donc, sur la partie spectacle vivant, il y a 2 créations en cours. J'en ai une qui s'appelle Compte-gouttes, donc qui est la mise en scène de textes. Ce sont des textes écrits par Alice Poulouin, des textes formidables, des espèces de contes qui nous emmènent dans notre intérieur et dans nos fêlures intérieures. Je trouve ça vraiment... Enfin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. C'est ces textes qu'un jour j'ai entendus sur scène et je suis allé la voir et à partir de là, le projet s'est tissé. Et la mise en scène de ce projet est travaillée avec Achille Grimaud, qui est un conteur qui est connu maintenant de façon internationale. Il intervient aussi au Québec. Et Achille nous apporte toutes ses compétences sur la dramaturgie, au niveau de la mise en scène, sur l'évolution du texte aussi, pour le faire rentrer encore plus dans l'histoire. Donc là, on a une création plateau qui fera 1 heure. Hein. On est en chantier alors là, depuis un petit bout de temps, puisque le confinement nous a un petit peu arrêtés. Ça fait faire 1 an et demi au moins qu'on est dessus. On a une résidence qui est prévue au Strapontin, donc la salle des arts de la parole à Pont-Scorff, donc début mars. Donc si les conditions sanitaires restent ce qu'elles sont, ça devrait pouvoir le faire. Autant qu'on peut travailler en répète, c'est bon. Donc ça, c'est une création qui sera déclinée sous 2 formes. Des petites formes pour qu'on puisse jouer partout, y compris dans les petits lieux. Donc ça sera opérationnel dès le printemps.
Et puis la forme plateau, probablement qu'il va falloir attendre fin 2021, probablement 2022 même au niveau des programmations. Ouais. Donc ça, c'est une création. La particularité, c'est que ce n'est pas juste des textes sur de la musique. La mise en scène fait qu'on est quasiment chorégraphiés tous les deux. C'est-à-dire autant le musicien que la récitante sont en mouvement et le mouvement participe bien sûr au discours. D'accord, très bien. Voilà. Donc là aussi c'est quelque chose d'assez décalé. Moi j'utilise les compétences que j'avais acquises avec la danse contemporaine. Avec la danse, moi j'étais chorégraphié. Donc je suis un musicien, je disais tout à l'heure, je peux jouer dans n'importe quelle position, c'est pas de la rigolade. Effectivement, en portant quelqu'un, je peux jouer, couché par terre, je peux jouer. Et c'est ça qu'on utilise aussi dans cette création. D'accord, très bien. Oui, quand même, hein. Jouer d'un instrument et en même temps faire une chorégraphie, oui, quand même. Ça se travaille. Ça se travaille. C'est sport. Et alors une autre création en chantier est là qui, je ne pensais pas qu'elle allait aller aussi vite. Et il y a vraiment... alors c'est parti de la rencontre avec Richard Volante. Richard Volante, qui est un photographe et vidéaste. C'est lui qui a créé les éditions Juillet sur Rennes notamment. Et Richard est quelqu'un que moi j'ai croisé régulièrement dans mon parcours comme photographe, mais pas seulement, aussi quand je travaillais avec la danse contemporaine, on avait travaillé des vidéos avec lui. Et en fait, la rencontre avec Richard, Richard s'intéresse beaucoup aux questions de mémoire. Et il se trouve que moi, en ce moment, je m'interroge sur l'histoire de mon père. Mon père qui est parti à 21 ans, qui est parti en Algérie comme appelé, comme 1 500 000 jeunes à l'époque sont partis faire leur service militaire. Alors lui, il est resté 1 an et demi en Algérie. Il a fait et dans les Aurès, dans une troupe de chasse en fait. Hein. Donc voilà. Alors mon père aujourd'hui est quelqu'un qui... Alors, mon père n'a jamais parlé de cela. Ça a toujours été le silence. J'ai jamais non plus interrogé. C'est toujours, voilà, ça se passe des deux côtés. Hein. Ça s'est passé de son côté à ne pas raconter, mais ça s'est passé de mon côté aussi à ne pas le questionner. Mon père aujourd'hui, il a 84 ans, des problèmes de santé qui fait qu'il n'est plus en capacité de communiquer. Voilà, on va dire ça comme ça pour faire simple. Et du coup, je me suis autorisé à accéder à la fameuse boîte que j'avais gardée en tête, dans lequel il y a ses souvenirs. Et dans cette boîte, il y a des photos, il y a quelques objets, et puis il y a surtout des petits carnets sur lesquels il notait tous les jours ce qu'il faisait. Voilà. Donc, quelque chose d'extraordinaire qui m'a laissé, hein, voilà, qui nous a laissé à moi et mon frère. Et donc, à partir de là, le travail sur la mémoire que fait Richard trouve là un terrain formidable, quoi. Voilà. Et donc, on est parti là-dessus avec Richard. On a retrouvé 2 anciens camarades de mon père qui étaient avec lui dans ce petit groupe de chasse. Ils étaient 6 hein, dans ce petit groupe. C'était des petites unités. Hein, je comprends, j'entends. Dans cet escadron, pour être précis. Donc, on a pu les rencontrer, chacun des deux. On a pu faire une interview de 2h30 chacun, qu'on a complètement enregistré, bien sûr. On retravaille à partir de ça. Ça se recoupe avec les éléments du carnet de mon père. Et là, on envisage de faire un voyage sur les lieux en Algérie, c'est-à-dire revisiter les différents endroits. Tout ça, l'idée, c'est d'en faire un film pour Richard, et puis d'en faire une création plateau, puisque bien sûr, c'est source d'inspiration. Vous pouvez imaginer un peu au niveau émotionnel tout ce qui peut se passer lorsque, effectivement, on rencontre quelqu'un qui vous raconte une histoire pas banale, hein, puisque ça parle de choses quand même très, très douloureuses. C'est clair. Et où on sait que son père y était, quoi. C'est clair. Est-ce que, alors je vais te poser une question peut-être indiscrète, tu n'es pas obligé de me répondre, bien entendu, hein, ça va de soi. Tu sais que je vais répondre. Non, pas forcément, mais elle est indiscrète parce que tu me lances la perche en même temps, mais ton père, ok, n'est plus en capacité visiblement de pouvoir dialoguer, mais est-ce qu'il est en capacité de comprendre ce qui se passe? On n'en sait trop rien. Alors moi, j'arrive quand je vais le voir hein, régulièrement,
Donc, je lui en parle à chaque fois. Je lui D'accord, raconte ok. où j'en suis. Et c'est vrai c'est sur ces moments-là où j'ai le plus de réactions de sa part. D'accord, c'est ce que je me suis permis de te demander parce que… Oui, mais il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est absolument, personne n'est capable de dire s'il comprend beaucoup ou pas. Personne n'est capable de dire, lorsqu'il s'exprime, si quel sens ça a vraiment pour lui, ce qu'il essaye de dire. Mais dans les faits, moi, j'obtiens des mots et des mots cohérents par rapport à des situations relatives alors à sa jeunesse, d'une façon globale. L'Algérie, bien sûr, mais aussi quand il était sur Moreau, qu'il était apprenti chez son père, il était apprenti D'accord, tailleur de pierre, enfin voilà. d'accord. Mais tu sens quand même qu'il y a une approbation par rapport à ta démarche? Je n'en sais rien. Tu n'en sais Je n'en rien. sais rien. Pour être vraiment honnête, je n'en sais rien. D'accord. Ben, Simplement, je lui dis, je lui raconte. Il n'a pas l'air de m'en vouloir. C'est tout ce que je peux d'accord. dire. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Non, mais en même temps, c'est ton histoire aussi parce que Voilà. tu es son fils. Ça fait partie de ton histoire. Je me dis que s'il a laissé la boîte, s'il n'a pas détruit la boîte avec ses petits carnets, c'est qu'il Voilà. voulait les laisser. Mais tu sais, je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes. Mon père a fait la guerre d'Indochine, c'était un militaire. Moi, je l'ai perdu, j'étais très jeune. Et je suis également tombé sur un carnet où il notait des tas de choses et pas forcément des choses bien reluisantes, je peux te dire, euh, avec des photos, etc. Donc, je comprends ta démarche et je pense que oui, c'est bien. C'est bien. Alors l'idée avec Richard, bien sûr, c'est d'aller explorer la mémoire en sachant que on est sur un travail avant tout émotionnel et aucunement historique, et que ce qui nous intéresse, c'est davantage le parcours, la démarche, que le résultat, parce qu'on sait bien que son silence, on le remplira jamais. C'est évident. Et ça lui appartient. Par contre, l'exploration parle de moi plus que de lui, de moi en tant qu'enfant d'appelé. Et il y a un superbe livre qui est sorti là au mois de septembre. C'est Raphaël Branche, qui est une historienne qui a travaillé, je crois, pendant une vingtaine d'années avec toute une équipe sur l'histoire de cette guerre d'Algérie, avec du collectage, avec du travail auprès d'une quarantaine de familles. Enfin, vraiment quelque chose d'un gros travail d'histoire. Et le titre de son livre, c'est Papa, qu'as-tu fait en Algérie? C'est un document que j'invite vraiment tout le monde à aller explorer. Et c'est vrai qu'elle finit sur le dernier chapitre en racontant comment il y a une génération des appelés en Algérie, mais du coup, il y a aussi une génération des enfants d'appelés. Et cette génération-là, elle porte aussi quelque chose, puisqu'elle porte le silence de leur père. C'est clair. Voilà. Les secrets, certains secrets, certaines choses qu'on n'a pas envie de dévoiler et qu'ils ont porté toute leur vie durant. Donc, l'héritage intergénérationnel comme ça, c'est terrifiant des fois. Mais c'est super, vraiment, quelle belle interview que tu m'accordes là. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Mais je savais. Tu es un homme tu es un artiste de talent, tu es un homme cultivé. Je suis ravi. Alors, dernière question, ce qui me concerne. Pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu ton univers, tu as un site internet maintenant? Oui. Absolument. Enfin. Enfin. C'est vrai que jusqu'ici, on faisait un peu sans. Oui, on n'avait pas trop le besoin. Dans le spectacle vivant, j'étais plus dans les sites des compagnies, quoi. C'était pas la même histoire. Là, du coup, je me suis fait un site pour moi. Voilà, mais c'est bien. Tu as bien fait. Tu as bien fait. De toute façon, j'associerai le lien à cette interview. Tu n'es pas obligé de nous le donner là maintenant. Mais je l'ai appris par cœur. Hein. Alors, vas-y, annonce. Si. C'est facile, c'est Léon, parce que beaucoup de gens m'appellent Léon, en fait. Hein. D'accord. Mon solo, c'est Léon. Le duo, c'est Oxyde et Léon. D'accord. Voilà. Donc, Léon. Et collé, Léon Musique, mais musique, M-U-S-I-C-S. D'accord. Comme en anglais, en fait, avec un S à la fin. D'accord. Léonmusics.fr. Facile. Voilà. Plus ta page Facebook éventuellement. Est-ce que tu nous offrirais, là, maintenant,
un petit peu de ton accordéon magique diatonique? On peut, ouais, ouais, tout à fait. Alors, avec la particularité, c'est que je pensais passer par ma carte son, mais finalement non. Donc, on va le faire Ah, tu nous donnes ce que tu en veux. roots. Tu nous donnes ce que tu veux et on prend comme c'est. On va le faire en roots. Ah là, je suis absolument ravi. Quel beau cadeau que tu nous fais. Alors, je suis en train de... Du coup, je me fais des petites vidéos et là, tiens, alors, je vais vous en servir une. Parce que je fais des petites vidéos sur... du coup, il faut bien s'occuper. Hein, voilà. Évidemment, Donc, évidemment. des petites vidéos sur YouTube. Et D'accord. l'avantage ou l'inconvénient, pour moi au départ c'était un inconvénient, finalement ça devient aussi un avantage, c'est que sur YouTube, ils ne mettent que des vidéos et pas le son tout seul. Donc il faut mettre des images. Tout à fait. Voilà. Donc tu fais... Voilà. Finalement, ça fait bosser autre chose. Ouais. Et du coup, là, c'est un morceau... j'avais envie de parler de sourire. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on en a besoin. Les sourires dans la rue, etc. N'est-ce Donc, pas? j'ai une petite idée derrière la tête ça sera sur ce morceau-là, D'accord. qui s'appelle d'ailleurs Smile, et sur le thème des sourires, et je pense que voilà. Waouh, génial. Regardez-moi ça. Oui, bien. Parfait. Là, je suis dans le cadre, c'est bon. Ouais, c'est bien. Comme ça, on n'a pas trop de contre-jours. C'est magnifique. Allez les amis, bas les masques, on sourit.
Oh là là, quel magnifique cadeau que cet humain avec un H majuscule, monsieur Yann Bouillon, nous a offert. Oh, c'est magnifique. Oh, Yann, merci, merci. Allez, moi, j'adore ta musique, en fait. Voilà, c'est ta musique. Merci. Merci à toi. Ben écoute, en tout cas, quoi qu'il en soit, on garde le contact et quand il y a encore de l'actualité à mettre en lumière, surtout, fais-moi plaisir. N'hésite pas à me contacter, Yann. Je te ferai signe, ça marche. Très bien. Un petit mot pour boucler cette interview, un petit mot à nos amis les humains avec un H majuscule. Allez, tous le sourire. Voilà, on a le smile. Salut Yann, à bientôt. Bye bye. Bye. Tam, 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 je t'entends.